Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Au Tonkin. Août 1951 au janvier 1952. Dans le secteur nord du delta tonkinois, artilleur à Ngyalo, retour à cette pagode. Dans le secteur nord du delta tonkinois Dong Trieux, cette pagode. L'affectation, 9e batterie du 69e régiment d'artillerie. Comme les 3/4 de mes camarades débarqués, je suis désigné pour rejoindre le Tonkin. À l'aérodrome de Saïgon, début août, j'embarque sur un avion moyen courrier civil. Survolant dans toute sa longueur la péninsule indo-chinoise éclairée par un soleil resplendissant, je peux en apprécier dans sa diversité toute sa beauté exotique. Je débarque à Hanoï où d'emblée je constate l'opposition manifeste avec l'ambiance saïgonaise. À l'activité, l'éclat et l'insouciance de l'une répond la rigueur, la sobriété et le cachet provincial de l'autre. Hanoï est la capitale en guerre, les soldats sont en tenue de campagne, leurs véhicules sont nombreux. Je connais mon unité d'affectation, la 9e batterie du 69e régiment d'artillerie à Dong Trieux. C'est l'une des 2 dernières unités d'artillerie de montagne du corps expéditionnaire. Venant du 93e RAM de Grenoble, et à ce titre étiqueté d'une spécialisation montagne, ma désignation paraît logique. Mais le 69 a gardé son organisation d'avant-guerre, avec ses caractéristiques anciennes. Batterie de l'armée d'Afrique, avec des servants marocains. Batterie de montagne, équipée de 6 canons de 75 démontables chacun en fardeau. Batterie muletière où les mulets portent sur bas les canons démontés, et peuvent s'engager sur des pistes en dehors des routes. La 9e batterie est la gardienne des traditions du 69e régiment d'artillerie d'Afrique qui avait eu sa période de gloire en 1944 pendant la campagne d'Italie, lorsque, avec ses canons démontés, il avait traversé le massif des Abruzzes sur les arrières de l'armée allemande, l'obligeant à poursuivre sa retraite. En 1947, le 3e groupe du 69 était parti en Indochine et avait été implanté dans la haute région du Tonkin par unités fractionnées, à la défense des postes à la frontière chinoise. En 1948, il ne restait qu'une seule batterie, la 9e, affectée en appui direct du groupement des Tabors marocains dans la région de Sea-Oubang. Lors des accrochages sanglants dans la région, ces officiers observateurs avaient subi des pertes cruelles. Le commandant de batterie, le capitaine Colino, avait été tué ainsi que le lieutenant Rousseau en avril 1950. Au moment des combats de la RC4 en octobre 1950, le colonel Lepage avait laissé la batterie à Nacham. Elle n'avait donc pas été englobée dans le désastre de Sea-Oubang et avait pu se replier à pied, après un crochet pour défendre Tien Yen dans la région nord du delta à Dong Trieux. L'organisation de la batterie. Nous sommes 2 officiers à être affectés à la batterie. Avec moi, le lieutenant Guy Messier de ma promotion. Après avoir accompli différentes formalités administratives à la base arrière à Haiphong, nous nous présentons à Dong Trieux, le 4 août, à notre commandant de batterie, le lieutenant Bertrand de Labigne. À la tête d'une grosse unité formant corps, comptant plus de 300 hommes, et qui devrait normalement être confiée à un capitaine ancien et non à un jeune lieutenant, il assure son commandement avec aisance et nous accueille chaleureusement. L'unité d'emploi est la section. La batterie se divise organiquement en 3 sections appelées à être engagées séparément et à ce titre comptant chacune 2 officiers. Elles sont commandées par des lieutenants de la promotion de nos anciens, nouveaux bahuts. Guy Messier est affecté à la 3e section, et moi à la 1re avec Glandy. Nous sommes d'emblée intégrés dans une équipe de camarades, sensiblement du même âge et de même formation. Bien vite je constate, par moi-même et en écoutant mes anciens, que le regroupement de la batterie dans le delta est dû aux circonstances liées à l'abandon de la zone montagneuse du Haut-Tonkin. C'est une disposition provisoire qui ne peut être maintenue très longtemps dans cette région plate et humide. Le déplacement de longues files de mulets sur les diguettes des rizières n'est guère envisageable et difficile à protéger. Le regroupement des 3 sections, en particulier des officiers, est source maintenant de double emploi. Enfin, en raison de la rétraction de notre dispositif, les unités d'artillerie motorisées, équipées du canon 205 HM2, peuvent battre de leur feu la surface étroite du delta à partir des nombreuses routes qui la traversent.
L'activité à Dong Trieu. Le premier ennemi que je rencontre, le climat. Dans la journée, de 10h à 16h, alors que le soleil est à son zénith, la température devient étouffante et ralentit toute activité. Mais c'est aussi le début de la saison des pluies. Dans l'après-midi, le ciel se couvre et l'averse se déverse soudaine et drue. La région est aussi balayée par l'arrivée de queues de typhons dont l'origine se trouve en mer de Chine. Un vrai déluge. Déjà à Haiphong, j'avais vu en quelques dizaines de minutes, les rues se transformer en petits cours d'eau atteignant une vingtaine de centimètres et dévalant les pentes. À Dong Trieu, à 2 reprises, le vent et la tornade balayent les toits de nos paillotes. Un mauvais moment a passé, ils sont remis en place presque aussitôt envolés. Dong Trieu est sur la route qui ceinture le nord du delta, à une quarantaine de kilomètres de Haiphong. Elle a fait l'objet d'une puissante attaque des Viet, fin mars, qui a été repoussée avec de lourdes pertes pour l'assaillant. Une ligne fortifiée, dite ligne de Lâtre, est en cours de construction. Partout les bétonnières de la Légion sont en activité. Un point d'appui important de 4 blocos s'implante à Hoangsa, entre Dong Trieu et cette pagode. Les officiers du 69 y restent quelques jours par roulement comme observateurs. Nos activités sont des activités de secteur. Nous sortons en DLO, détachement de liaison et observation, avec les unités qui contrôlent les villages environnants ou qui patrouillent à l'orée du massif montagneux qui nous fait face, notamment avec le 11e Tabor et la Légion. Nous sommes toujours bien accueillis par nos camarades fantassins. Nous mettons en place des tirs d'arrêt, au profit d'unités nouvellement implantées. À l'occasion, nous grimpons dans les calcaires escarpés qui dominent le Song pour assurer la protection des convois fluviaux. La nuit, nos canons sont en surveillance pour protéger les nombreux petits postes de supplétifs qui s'échelonnent sur les routes aux alentours. Le jour, il faut organiser les corvées de bambou ou de bois pour la construction de paillotes. Il faut aussi poursuivre l'instruction, en particulier à l'occasion des sorties dites bâtées chargées, c'est-à-dire la marche d'une vingtaine de kilomètres en section muletière avec une séance de tir au fusil dans un champ de tir de circonstance. Le déplacement à cette pagode. Le 1er septembre, la batterie quitte Dong Trieu pour s'implanter à cette pagode à une vingtaine de kilomètres à l'ouest. Nous y remplaçons la batterie muletière du 64e RA, qui a été dissoute pour être transformée en batterie motorisée. Nous restons donc la dernière unité d'artillerie de montagne de l'armée française, la batterie témoin. À cette pagode, le paysage change complètement. La montagne s'est éloignée. Située à un confluent de rivières, toute la région dans cette saison des pluies est immergée. Dans toutes les directions stagne une eau jaunâtre parfois ridée par quelques vaguelettes. On a l'illusion d'être au bord de la mer, ce qui occasionne de magnifiques levées et couchers de soleil. De place en place, de nombreux villages émergent derrière leur ceinture de hauts bambous serrés. La circulation ne peut se faire qu'à pied sur les diguettes, et l'observation sur ces étendues plates est très difficile. La bourgade est semblable à Dong Trieu. Au centre, les commerces suitent des shops plus ou moins minuscules, où l'on peut acheter tout ce dont a besoin dans la vie ordinaire, rayonnant le long des routes jusqu'à la périphérie, des alignements de paillotes. La sécurité paraît assurée. Le temps est plus irrégulier et les nuits un peu plus fraîches. Notre activité est toujours soutenue et dans la continuité de celle de Dong Trieu. Sur le plan opérationnel, accompagnement d'unités d'infanterie en reconnaissance de village ou en ouverture de route, tir de protection autour de postes, sur le plan de l'instruction, service en campagne lors des sorties bâtées chargées, tandis qu'au cantonnement il faut sans cesse réparer, améliorer et construire. Le 12 septembre, la batterie a fêté l'Aïd el-Kébir. Les moutons ont été cuits à la marocaine dans des fours construits à cette occasion. Le colonel, commandant l'artillerie du Tonkin, est venu présider le jury chargé de récompenser le meilleur cuisinier après avoir assisté à la prise d'armes. Défilé à cette pagode. Artilleur à Ngyalo. Octobre 1951. La désignation et la mission. Le dimanche 23 septembre, dans la matinée, le lieutenant de la Bigne me convoque. Il vient de recevoir un télégramme du commandant de l'artillerie du Tonkin, lui demandant de désigner un de ses officiers pour rejoindre la ZANO, zone autonome du Nord-Ouest. Il m'a choisi pour cette mission pour laquelle il n'a reçu que peu d'informations.
je dois partir immédiatement pour Hanoï où des instructions précises me seront données. Je prépare rapidement ma cantine, et en jeep je me rends à Hanoï au commandement de l'artillerie du Tonkin, au PC l'Empereur. Son chef, le colonel Durand, m'accueille dans son vaste bureau. Vous allez partir en avion, pour rejoindre Nga Lo dans le pays Thaï. La région est menacée par une division viet, la 312e. Elle vient de quitter ses bases près de Yen Bay sur le fleuve Rouge et s'enfonce dans la montagne. Nous en suivons les mouvements grâce à nos services d'écoute radio. Sur place, vous prendrez le commandement d'une section de 2 canons de 75 de montagne. Vous serez aux ordres du commandant du 1er bataillon Thaï qui commande le sous-secteur. Le 24 septembre dans l'après-midi, sur l'aérodrome de Hanoï, je prends place dans un petit avion civil en compagnie d'un lieutenant du génie. Nous survolons d'abord la partie occidentale du delta. J'aperçois Sontae et la vallée du fleuve Rouge, plus loin la rivière Claire. Ensuite, presque à mes pieds, une région montagneuse et très accidentée, couverte de vastes forêts. Dans sa partie est, près du delta, le Viet Minh la contrôle. Dans sa partie ouest, je découvre très étroite la route provinciale, la RP13 qui longe la vallée. Enfin, à 150 km du départ, apparaît la cuvette de Nga Lo avec son damier de rizière. Nous atterrissons sur le terrain d'aviation contigu au poste. Poste bas copyright ECPA. Sur la position du combat. Là se trouve le PC du 1er bataillon Thaï et son chef, le commandant Gérardin. Aussitôt débarqué, il me reçoit. Bel homme d'apparence jeune, il paraît détendu. Il m'explique d'abord la situation générale, telle que lui a exposée le général de Linares, commandant les forces du Tonkin, venu quelques jours auparavant en inspection. Une division viet, la DD 312 à 3 régiments et un groupe d'artillerie, est passée à l'offensive. Son objectif initial paraît être la conquête du bassin de Nga Lo. En même temps qu'un grenier à riz pour la région, la ville commande l'accès à toute la haute région. Aussi le commandement français a-t-il décidé de faire face et de défendre Nga Lo à tout prix. Son sous-secteur est très vaste. Il est tenu par 4 compagnies de tirailleurs Thaïs. Elles sont couplées à 4 compagnies de supplétifs, réparties dans de petits postes avancés. Au total, 1600 hommes dont 150 Européens. Le moment venu, me précise-t-il, il les repliera et concentrera ses forces à Jiaoi à 20 km au nord-ouest, à Sombuc à une dizaine de kilomètres à l'entrée de la cuvette et surtout au centre, à Nga Lo, clé et support de l'ensemble. Ce centre de résistance comprend, outre au nord le point avancé de Bantu, 2 gros postes jumelés. Proche de la bourgade, le poste bas sur un monticule, bien enterré, ceinturé de profondes tranchées avec 4 blocos, entouré d'un large réseau de barbelés minés. Là sont installés le PC du bataillon, une compagnie renforcée, 5 mitrailleuses et 3 mortiers, et une compagnie de supplétifs. Le poste haut, implanté à près de 3 km au sud-ouest sur un large piton, est tenu dans les mêmes conditions par une compagnie de tirailleurs et ses supplétifs. 2 canons de 75 de montagne viennent d'y être montés. C'est là que je dois me trouver afin d'exécuter les tirs de protection qu'il me demandera. Poste haut le piton, entouré les canons, copyright ECPA. Je me rends au poste haut, dit le piton. Il est commandé par le capitaine Ducrot récemment arrivé. À une altitude de 464 mètres, qu'il faut gravir par un chemin raide, il domine de 200 mètres le bassin de Nga Lo. De cet excellent observatoire, on voit très bien la bourgade et devant, c'est-à-dire plus près de nous, le poste bas et son terrain d'aviation. Le bassin, d'une largeur d'environ 4 km est-ouest et d'une longueur d'une dizaine de kilomètres nord-sud, est recouvert de rizières sèches et parsemé de petits villages et hameaux. 30 000 personnes y vivent en temps normal. Alentour, les montagnes couvertes d'une forêt dense s'élèvent rapidement à 1200 mètres et davantage. Leurs lisières peuvent constituer pour l'adversaire d'excellents abris et aussi des bases de départ éloignées pour attaquer. Les 2 canons de 75 de montagne sont installés dans des avancées de tranchées. Ils sont placés un peu en équerre et ne peuvent tirer que dans la cuvette. Alors que les objectifs sont proches, avec une dénivelée négative, leur emplacement semi-enterré accroît les difficultés techniques. Ne pouvoir utiliser que des charges faibles et être obligé d'en changer, même pour des modifications réduites de portée. Le service des pièces est assuré par des canonniers Thaïs, encadrés par 2 excellents sous-officiers.
le chef bourgeois et le maréchal des logis dispersés. La veillée d'armes. Commence alors la courte période de préparatifs avant l'attaque. Vérification du matériel, stockage des munitions, contrôle de l'instruction, préparation des tirs. Le commandant Gérardin ne consent qu'à la mise en place de 2 tirs d'arrêt autour du poste, afin de ne pas effrayer la population. Puis je me rends, monté sur un petit cheval chinois, avec un radio au poste avancé de Bantu, au débouché de la vallée au nord, occupé par 3 sections de supplétifs. Il est en limite de la portée de nos pièces à 7 km. En cours d'aménagement, il paraît peu solide. Il est commandé par le lieutenant Renoux, de la promotion après la mienne, je l'ai connu au Prytanée. Il m'indique les tirs de protection à effectuer autour de son poste, et nous convenons de leur mode d'emploi. J'en effectue le réglage immédiatement, bavarde un moment avec lui et je prends congé. Je ne le reverrai plus. Le temps est devenu pluvieux et brumeux. Le 30 septembre, le capitaine Ducrot m'informe que les Viettes sont arrivés à l'est, au contact de nos petits postes avancés qui se replient et au nord, à Nam Muoy, à 10 km de N'Dialo. Le 1er octobre, nous recevons un parachutage supplémentaire de munitions d'artillerie. Comme chaque nuit, je m'endors impressionné par le calme absolu qui règne dans cette région où l'on n'entend jamais un bruit de moteur. Les combats préliminaires. Dans la nuit du 1er au 2 octobre, vers minuit, une violente fusillade se fait entendre. Bantu est attaqué par un bataillon du 219. Nous déclenchons immédiatement les tirs d'arrêt préparés. Le poste radio du poste n'émet plus. Le servant a été tué. Nous ne recevons aucun des signaux convenus. Nous continuons cependant nos tirs, plus prudemment et en les éloignant. Au bout d'1 heure, le silence est revenu. Nous nous réjouissons en pensant que le poste a tenu, et que l'ennemi est repoussé. Vers 3 heures, coup de téléphone du PC. Il nous annonce que Bantu est tombé. Une grande partie de la garnison, les 2 tiers environ, avec son armement a rejoint N'Dialo, sans malheureusement le lieutenant Renoux porté disparu. Sur ordre, nous déclenchons des tirs sur Bantu même, entretenus ensuite par quelques tirs de harcèlement. Sur le Piton, le sergent-chef, qui était chargé de dégoupiller les mines antipersonnelles, saute sur l'une d'elles. La mort est instantanée. À ses côtés, un soldat est blessé. L'atmosphère est pesante. Fébrilement chacun se prépare, conscient que l'attaque viette est imminente. La population a disparu dans la montagne. J'ai l'autorisation maintenant de régler les tirs à mon initiative. Je procède ainsi à un piquetage de tirs repérés dans la cuvette, qui permettront en cas de nécessité d'effectuer d'emblée des tirs d'efficacité. Dans l'après-midi du 2 octobre, le 8e BPC, bataillon de parachutistes coloniaux, est parachuté à Jiaoi pour créer une menace sur les arrières de la colonne principale de la 312e division. Cette information est apprise avec soulagement et ranime le moral des défenseurs de N'Dialo. Ceux-ci ne peuvent évidemment savoir que l'action des parachutistes décidée par le général Salan sera une cause majeure de l'échec de l'offensive de Giap. Déjà la médiocrité des pistes sinueuses de montagne avait obligé le colonel Le Trong Tan, commandant la division 312, à diviser ses moyens en 2 colonnes qui devaient se rejoindre dans la cuvette de N'Dialo. Mais à l'est, le régiment 165, suivi par des centaines de coulis qui portent vivres, munitions et armes lourdes, n'avance que très lentement et très péniblement. Il est retardé aussi par les attaques des petits postes, il ne sera pas au rendez-vous. Maintenant l'irruption imprévue du 8e BPC sur l'arrière de la colonne principale oblige le commandant Viet à modifier sa manœuvre. Il décide d'une part de détourner 2 bataillons du régiment 209 pour faire face aux parachutistes et d'autre part de précipiter l'attaque de N'Dialo dès la nuit suivante. Les 3 régiments sont donc engagés dans 3 actions divergentes. La concentration des forces viettes dans la cuvette n'a pu se réaliser. Elle ne concerne que le seul régiment 141, spécialisé dans l'attaque des postes, renforcé par le dernier bataillon du 209 et le bataillon d'artillerie de montagne. La première attaque de N'Dialo, nuit du 2 au 3 octobre. Dès 18h30, dans les 2 postes, tout le monde est dans les tranchées. La nuit est noire. C'est l'attente. Vers 4 heures du matin, le tonnerre se déclenche. Les Viettes concentrent brutalement tout leur feu d'appui,
canons de 75, mortiers, mitrailleuses, sur le poste bas. Leur action se porte essentiellement sur la partie ouest du poste, et au plus près du terrain d'aviation. Mais ce sont justement les zones qui sont les plus visibles du Python, et qui permettent d'encager le poste au plus près en raison de la faible dispersion en direction de la trajectoire des obus. Je déclenche immédiatement les tirs d'arrêt, qui ont été programmés. Je les commande debout et au-dessus de mes 2 canons. La salle enterrée du PC de la compagnie est toute proche, et je peux y recevoir par téléphone les instructions du commandant Gérardin, car la ligne enterrée qui nous relie au PC du bataillon n'a pas été coupée. Au début de l'attaque, le commandant m'appelle. « Arrêtez le tir, vous tirez sur le poste. » Comment ? Impossible de me tromper. Je vois le poste, je suis derrière les pièces, c'est-à-dire que je distingue la direction des canons par rapport à l'objectif. Mais il me faut obéir. Ne voulant pas rester passif au moment du plus grand danger, je déplace mes tirs dans la profondeur, dans la zone où doivent se trouver les éléments Viet de 2e échelon et les appuis. Puis je suis rappelé par le commandant. Reprenez vos tirs à proximité du poste. Que s'est-il passé ? Des tirailleurs Thaïs d'une autre compagnie, surpris par l'attaque alors qu'ils étaient à l'extérieur du poste, ont tenté de le rejoindre. Certains ont fait sauter des mines. En même temps, le poste était bombardé par les canons de 75 Viet. D'où la méprise dans l'extrême confusion du moment. Maintenant je peux reprendre à mon initiative les tirs au ras des barbelés. Tir d'efficacité par rafale de 4 coups par pièce sur des hausses échelonnées, entrecoupés de tirs d'entretien ou de harcèlement, à cadence plus lente, afin de refroidir les tubes. Du Python, je vois la mer de flammes provoquée par l'incendie des paillotes du poste, alors que tout autour se relaie dans un tourbillon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.